accusés dans nos activités à cause de la Covid-19 et noter la reprise progressive de ces activités, en particulier l'activité qui a été la plus affectée, c'est ces événements publics que nous organisons pour que le public soit informé des avancées de la publication et de la science. Il y a aussi une autre activité majeure qui a été brusquement interrompue, mais cela concerne moins le public. C'est les échanges universitaires et de recherche que nous avons avec les universités américaines, y compris Harvard University. J'espère que tout cela va reprendre d'ici la fin de l'année. Rappelez aussi une règle d'or, ceux qui sont à la table ne sont pas en cause, ce n'est pas leur faute, mais rappelez la règle d'or que nous avions cultivée ici pendant des années et des années, c'est-à-dire quand on dit 15h30, dans l'enceinte du WARC, c'est vraiment 15h30. Pour une raison ou pour deux raisons bien simples. Quand la mosquée dit Allah Akbar, vous allez prier ou vous ratez votre prière. On n'y peut rien du tout. Si vous faites un examen, on vous dit c'est à 8h. Si vous venez à 8h15, vous n'entrez pas dans la salle. Si vous faites le ramadan, vous devez couper à 17h, à 19h30, vous n'allez pas attendre jusqu'à 20h. Si on peut respecter ces règles-là, mon cher ami Diop, mais on peut les respecter ailleurs, d'autant plus que quand même il y a quelque chose. Vous voyez toutes ces grandes dames et tous ces grands messieurs assis ici. Au nom de quoi ceux qui sont en retard seraient plus importants que ceux qui sont là pour qu'on doive les attendre ad infinitum. Je crois qu'il n'y a aucune raison. Et mes amis à la table le savent. Ils sont venus depuis longtemps. Omar Gueye est un produit de la maison. Mounirou va fréquenter les lieux plus régulièrement et Babacar fait partie de la maison. Madame, vous êtes la bienvenue. Donc c'est tout ce que je voudrais dire. Je m'en arrête là et je vous remercie d'être venus et j'espère que nous aurons à faire ces activités beaucoup plus fréquemment maintenant que Covid est en train de pointer son nez d'or. Le reste, c'est féliciter Babacar pour l'initiative de cette publication qui a fière allure et j'espère que ça va aussi prospérer. Voilà, je crois que je vais m'en arrêter là et je remercie tout le monde. C'est bon. Ok, maintenant vous. Merci beaucoup, professeur Sen, de nous avoir donc accueillis au WARC. C'est un honneur et un plaisir à chaque fois que nous venons ici. Vous ouvrez vos portes à chaque fois et vraiment je voudrais vous remercier. Remercier donc mon grand frère et ami Omar Gueye qui a accepté de nous parler de l'ouvrage de Mamadou Lamine Manga. Et remercier aussi Mounirou, je ne le remercie pas parce qu'on est ensemble. Remercier donc Madame Angon aussi, qui va aussi, c'est Mounirou qui va donc présenter brièvement tout ton ouvrage. Donc vous avez chacun tous les deux 10 minutes maximum puisqu'il faut qu'on respecte le temps. Après peut-être donner la parole aux deux auteurs, Manga Sava, voilà, aux deux autres aussi, chacun 5 à 10 minutes maximum. S'il y a des réactions collègues, Mounirou Diallo qui est là et Mouché Malik Diagne qui est absent cet après-midi, qui a un empêchement. Nous avons pensé depuis 2 ans créer une maison d'édition au Sénégal, à Dakar précisément. Et parce que nous avons remarqué que la chaîne de l'édition de l'auteur à l'apparition du livre, après enquête, nous avons remarqué que cette chaîne n'est pas du tout respectée, elle est même parfois méconnue. Et le travail de l'édition à proprement parler, à savoir les assistants d'édition, les correcteurs, les attachés de presse, les chargés de fabrication, les maquettistes, n'étaient pas du tout respectés au Sénégal. Et pourtant, le marché du livre, on peut penser que le marché du livre marche bien au Sénégal parce que la commercialisation ne pose pas de problème, ne pose pas de difficultés, car le marché est très ouvert.
Il suffit juste d'avoir un bon commercial, un bon agent commercial, à mon sens, pour que ça marche. Et rien que l'université de Dakar, qui compte plus de 80 000 étudiants, 1200 enseignants, sans compter tous les vacataires. C'est un gros marché, sans compter aussi les autres universités régionales, à savoir l'université de Ziguinchor, d'où vient le collègue Lamine Manga, mais aussi l'université de Thiès, de Saint-Louis et de Bambay. Donc, vraiment, le marché est là et c'est une maison d'édition qui publie plus les universitaires ou les intellectuels en tout cas connus. Et personnellement, moi je suis dans l'édition depuis 2006 et là quand mon jeune collègue Mounirou est rentré au Sénégal définitivement, Mounirou qui a travaillé pendant longtemps aux éditions Hermann à Paris, on s'est dit qu'on va essayer d'apporter un changement dans le domaine de l'édition au Sénégal et puis essayer encore d'innover. Et c'est comme cela que nous avons contacté les éditions Hermann à Paris, qui nous a déjà publié tous les deux, et donc pour essayer de collaborer avec elle. Ce qu'il y a à savoir dans la collaboration avec Hermann, c'est que les éditions Hermann, vous les connaissez sûrement, existe depuis 1876. Donc c'est une maison d'édition très ancienne qui a un siècle, qui a plus d'un siècle d'existence, qui a une base en tout cas très solide dans le monde de l'édition, qui est très connue. Ils sont vraiment très sérieux et donc ils publient des ouvrages dans les sciences exactes, les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences de la vie et de la terre, la médecine. Ils publient aussi des ouvrages sur les sciences donc humaines, à savoir la philosophie, les sciences sociales, la psychanalyse, la critique littéraire, la musicologie. Cette maison d'édition, donc les éditions Hermann, publie aussi des ouvrages dans les beaux-arts, la littérature, l'histoire de l'art, la musique et la danse. Donc cette maison d'édition, les éditions Hermann donc, vont collaborer avec les éditions Kala. Kala du nom de Khalima Diakhaté Kala. Donc Khalima Diakhaté Kala est un érudit écrivain sénégalais qui est né en 1835 et qui est décédé en 1902. Il fut juge dans la cour du roi Ladjongon Latri Diop. Et donc Khalima Diakhaté Kala symbolise l'écrivain conscient de son rôle dans la société, un homme libre, mais aussi un homme de la liberté. Rien ne l'a arrêté. Sa plume n'a jamais hésité dans la diffusion de ses idées. Et c'est ce que nous voulons aussi développer avec nos auteurs. Et donc Hermann Kala va publier des ouvrages de qualité écrits par des universitaires ou des intellectuels de renom destinés à un large public. En plus de la ligne éditoriale de Hermann Kala, va aussi s'intéresser aux sciences politiques, aux sciences économiques et juridiques. Et donc le travail éditorial s'est fait par une équipe sérieuse et compétente. Donc voilà un peu brièvement tout ce que je voulais dire sur cette maison d'édition qui est jeune, qui vient de naître. Pour le moment, on a 4 ouvrages. Les 2 ouvrages de nos 2 invités qui sont là présents. Un ouvrage qui est sorti il y a juste une semaine. Donc, il s'appelle Les fondements de la violence politique, qui est écrit par un collègue qui s'appelle Mouri Thiam, qui vient de sortir il y a une semaine. Un autre qui s'appelle donc Les paroles et pouvoirs, qui est aussi sorti il y a une semaine. Donc pour ces 2-là, nous pensons pouvoir revenir au mois de juillet. Voilà. Donc les 2-là, nous pensons revenir au mois de juillet, voilà, pour les présenter avec nos auteurs. Voilà, merci beaucoup. Je donne la parole à Mounirou Diallo pour son mot de bienvenue. Merci, chers collègues, merci, chers publics, chers invités. Merci à nos 2 auteurs et à monsieur Omar Gueye, professeur Omar Gueye, donc, qui va présenter le texte de Mohamed Lamine Manga. Alors, pour compléter un peu en faisant remarquer ceci, au fond, le choix des textes que nous publions
repose fondamentalement sur les recherches que l'on fait dans l'espace universitaire. Mais cela ne doit pas dire, au fond, cela ne dit pas nécessairement que nous ne prendrons pas des textes, des essais ou quelques romans qui nous intéresseraient. Mais fondamentalement, puisque Hermann, c'est une maison qui s'occupe un peu depuis près de 2 siècles de la recherche fondamentale en France, nous nous occuperons également ici des enseignants-chercheurs qui publient fondamentalement dans leur domaine. Donc, si vous voyez bien, je peux rajouter un mot en disant ceci, c'est que les 2 premiers textes qui sont parus au mois de novembre, c'est ça. Donc ces textes-là, en fait, leur choix a été facile parce que finalement, c'est Mamadou Lamine Manga qui est de l'université de Ziguinchor, qui a travaillé sur les indépendances, donc de 1960 à nos jours, et qui a une ligne de lecture qui a tellement intéressé au point l'équipe d'évaluation a dit au fond que ça nous intéressait pour un seul point d'abord. Le plus fondamental, c'est qu'il allie à la fois une comparaison interne des textes déjà dits, mais surtout il fait une recherche autre plus intéressante, c'est-à-dire il fait carrément de l'archéologie en reprenant les discours de nos aïeuls, de nos pères fondateurs, des pères fondateurs de la nation sénégalaise, en reculant Senghor, Mamadou Dia, ainsi de suite, j'en passe. Et le second texte, celui de Odom Angon, c'est ce texte-là qui interroge à la fois le statut épistémique de la femme après le colonialisme, mais surtout le statut de la femme justement qui est en prise avec le système africain lui-même, c'est-à-dire un système basé sur le patriarcat. Elle s'interroge sur justement la façon dont il faut conduire aujourd'hui et repenser l'univers sémantique de la femme qui doit s'inventer en se nommant elle-même, en ayant justement en arrière-fond qu'elle a toujours été une dominée durable. Donc cela, ces 2 textes, vous voyez bien qu'au fond, c'est l'extrémité, d'abord les indépendances, un point de départ, mais surtout aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un autre point de départ avec ce qu'on appelle le statut du genre, comment le penser dans un monde, dans ce siècle du 21e siècle. Donc voilà un peu ce que on peut orienter le choix des 2 textes. Et puis voilà, on est ouvert, hein, ne vous dites pas que si vous avez un essai intéressant, donc les éditions sont preneurs. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Mounirou. Je donne la parole à Omar Gueye pour introduire l'ouvrage de Mamadou Lamine Manga. Okay, merci Babacar. Je tiens d'abord à remercier Babacar, Mohamed et Mounirou de m'avoir associé à cette séance de cet après-midi, et aussi au WARC qui est aussi une famille pour moi, donc je suis habitué des lieux. Donc merci encore pour l'honneur que vous me faites. Et à tout seigneur, tout honneur, je vais parler de Mohamed d'abord, hein? Donc qui est l'objet de ma présence aujourd'hui, donc que je connais. D'abord dans le cadre du travail, on a été ensemble au département d'histoire, ça fait un bon moment. Donc qui est un bon scientifique, donc qui nous livre ici un très bon livre que je recommande d'ailleurs. Donc avant de commencer, je vais tout à l'heure parler du livre plus en profondeur. Et pour rappeler que aussi c'est pas son premier livre, hein. Il nous a déjà fait un excellent livre sur la Casamance dans l'histoire du Sénégal qui constitue une référence. Aujourd'hui, on parle de l'histoire générale du Sénégal. Je crois que c'est quelqu'un qui est incontournable dans la réécriture, hein, parce que je vais y parler tout à l'heure quand je parlerai de sources et de méthodologie. Hein, donc c'est vraiment d'une réécriture qu'il s'agit. Et aussi, bien sûr, il y a d'autres recherches à faire et il est vraiment en plein là-dedans. Donc, félicitations, hein, et surtout bonne continuation. Bien sûr, il y a beaucoup d'aspects que je ne vais pas développer ici, donc pour raison de temps déjà. Mais ensuite, il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on va discuter. Donc, vous voyez que j'ai annoté toutes les pages. Hein. J'ai presque une dizaine de pages ici pour la présentation. Donc, les 10 minutes là, je crois que ça va être bon. Je vais juste faire des trucs généraux. Quoi. Il faut qu'on fasse une note de l'équipe qu'on va publier. Bon, on va... Attends, on termine d'abord avec la présentation. Après, on va venir à ça. Donc, pour dire tout le bien que je pense de Mohamed, qui est aussi une bonne personne, hein, humainement. Donc c'est une des fiertés du département que je parle souvent de lui, je ne sais pas s'il est au courant ou pas, que j'offre un exemple aux étudiants. Donc il a tout fait ici, hein.
Donc pour dire que aussi c'est un peu un bémol par rapport à tous les jugements de valeur qu'on fait sur cette formation ici, dans l'école sénégalaise en général. Donc il n'est jamais sorti du Sénégal, donc il a été ici, il a fait l'école publique comme nous tous. Donc c'est beaucoup de fierté, en espérant que demain les autres vont suivre, les Dramé, Étienne et Ndiouga et autres vont renforcer l'équipe, parce que nous sommes des jeunes vieux maintenant. Hein? Donc l'héritage est en construction et en de bonnes mains. Donc ça c'est la première chose. La deuxième part, à Babacar aussi, que j'ai connu de la même façon. Hein? Donc je crois que ça a commencé quand il faisait son livre sur Omar Pène. Donc c'est à la lecture d'un article que j'avais fait à l'époque sur les 30 ans du Super Diamono. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé. Et il m'avait aussi fait l'honneur de m'inviter à la présentation de son livre. Donc j'étais un de ses relecteurs. Et depuis aussi, on a une aventure humaine qui est formidable. Donc je le remercie. Donc pour les autres, je les découvre aujourd'hui. Donc j'espère qu'on aura le temps de mieux se connaître et de s'apprécier. Donc merci encore. Donc pour aller dans le vif du sujet, c'est vraiment une synthèse qui, quelque part, je ne savais pas que Mohamed avait ce projet, parce que moi aussi je travaille sur ça depuis au moins une quinzaine d'années. Et j'ai fait une publication d'étape sur mai 68. Donc à un certain moment, donc, parce qu'il y avait tellement de choses à faire au niveau méthodologique et surtout à la question des sources, je vais y insister. Parce que dans ce travail, donc, il a fait une excellente synthèse. Par moment même, je pensais que Manga est devenu science politicien, quoi. Parce que dans l'approche et aussi dans l'interrogation des faits et aussi dans la logique, et nous avons aussi une certaine permanence qu'il montre, malgré toute la durée qu'il a développée. Il s'est arrêté en 2000, donc le livre se lit très facilement. J'étais un peu sur ma faim parce que j'avais pensé qu'il allait continuer après, quoi, parce que c'était tellement intéressant, linéaire dans ce qu'il disait, et ce sont toujours des remarques qui sont pertinentes quand il commence par les influences religieuses, les médiations des marabouts, etc. Mais tout ça c'est très actuel. Il s'est arrêté en 2000, mais on a frôlé le pire en mars dernier, et c'était encore des marabouts, et c'était pas, il avait déjà rendu son texte. Donc pour dire un peu la cohésion dans tout ce qu'il parle, donc les discours de réconciliation, le dialogue, etc. Mais tout ça c'est dans une sorte de cohérence, et dans ce qu'il appelle aussi spécificité sénégalaise, que je vais discuter un peu. Donc je vais être un peu taquin parfois quand je vais parler de ce que j'appelle les légendes, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de constructions. Dans un premier temps, nous avons tous été victimes de ça, hein. C'est un peu le piège des sources. Parce qu'on n'a pas suffisamment de sources pour faire l'histoire de la post-colonie, comme dans l'excellente préface que Ousseynou Faye fait. Parce que dans ce qu'on appelle la post-colonie, on n'a pas d'archives. Soit on n'a pas d'archives, ou bien les archives ne sont pas déclassées, donc c'est tout un problème. Donc ce qui reste, c'est un peu ce que j'appelle plutôt le discours du vainqueur. Le discours du vainqueur, ça veut dire que chaque fois que quelqu'un est arrivé au pouvoir, il construit en fait son discours qui devient quelque part le discours officiel. Ça veut dire qu'on retrouve tout le discours de la propagande de Senghor qu'on reprend. Donc depuis le moment où, voilà, à partir de 1948, il a fait son fameux article sur conditions humaines, jusqu'au moment où il part du pouvoir. Donc il est devenu la constante, comme disent d'autres, mais à partir du moment où il part, c'est son successeur entame ce qu'on appelle la désengorisation. C'est la première parricide qui commence. Donc et après, quand on a eu aussi une autre alternance en 2000, c'était comme si le Sénégal devenait à nouveau indépendant. Donc c'est un nouveau discours qui prospère. Ça veut dire que quelque part nous avons toujours été prisonniers de ces sources. Mais à côté aussi, je crois qu'il y a les archives sont sorties. On a déclassé les archives. Comme j'ai dit, j'ai passé près de 15 ans dans ces archives un peu partout dans le monde. Et maintenant, c'est l'effet inverse qui se pose. Avant de faire mes sondages, j'ai dit que bon, je ne peux pas me baser sur ce que les gens disent. Mais quand on regarde les archives, mais c'est vraiment des légendes qu'on nous sert, quoi. Chacun raconte sa propre histoire. C'est comme l'histoire des chasseurs et l'histoire du lion, hein? Donc c'est pas vraiment la même histoire, quoi. Et à partir de ce moment, bon, j'ai eu peur quelque part parce que, et j'avoue que j'ai dû arrêter parce que il y a beaucoup de choses, pour moi, le public n'est pas prêt à la consommation parce que ça renverse beaucoup de certitudes.
et des certitudes aussi. C'est vraiment des constructions qu'on a eues à partir d'un très bon moment. C'est-à-dire qu'à côté maintenant de ce discours du vainqueur, il y a le côté opposé. Il y a le discours de la victimisation. Parce que chaque fois qu'il y a eu ce vainqueur qui est venu du temps de Senghor, donc, et là je vais y venir tout à l'heure, quand on a commencé par faire une construction qui a presque formaté la compréhension de l'histoire moderne. Je commence par les élections de 51, qui pour moi constitue la deuxième alternance. Parce que la première pour moi c'est en 1914. C'est quand Blaise Diagne, pour la première fois, était élu député. Ça veut dire qu'un noir était élu député. C'était vraiment un grand choc. Et la deuxième fois, donc je vais vite, c'est en 51, c'est quand Senghor et le BDS gagnent contre Lamine Gueye et la SFIO. Donc c'est la victoire de ce qu'on appelle le second collège sur le premier collège. Donc je mets entre guillemets la victoire des campagnes sur les villes, la victoire des sujets sur les citoyens. Et justement c'est ça la construction. Ensuite pour moi il y a la troisième alternance, c'est en 2000. C'est-à-dire qu'on est dans la période Senghor, de 51 à 2000. Donc excusez-moi, oui à 2000. Parce que je considère le régime de Abdou Diouf comme un prolongement. Vous avez dit dans le texte, et c'est très bien dit ici, que nous avons ici, c'est une succession d'ordre, une transmission constitutionnelle. Donc après lui-même, il a essayé de se construire son... Donc, mais à partir de 2000, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire attention au discours. Il y a le projet des libéraux de gouverner pendant 50 ans, c'est ça. Et là où on est, pour moi, en 2012, c'est toujours la construction parce que c'est toujours le fils putatif qui arrive au pouvoir. Et aujourd'hui encore, si on regarde comment la société se constitue, c'est-à-dire que les logiques, il y a les deux fils qui sont les plus en avant, qui sont aujourd'hui en coalition, c'est le Mbroxo là, n'est-ce pas? Et quelle est la menace? C'est aujourd'hui un nouveau qui sort presque de n'importe où, donc qui n'appartient pas à des appareils, c'est Ousmane Sonko. Et c'est comme si une coalition se dessinait qui n'est pas encore dite, donc pour faire face à cette nouvelle menace. Donc ça, il y a une logique de transmission et aussi une logique de patrimonialisation, comme il le dit dans son texte. Donc c'est un peu ça aussi, l'une des permanences. Donc si je reviens maintenant à ces constructions, ce que j'appelle les légendes, mais on nous a vendu l'idée qu'en 51, c'était les citoyens contre les sujets des campagnes, les villes, mais c'est absolument faux. D'abord, quand on dit les villes, dans les villes, on dit les communes. Il y avait 4 communes. C'était Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar. Mais le poids électoral de Gorée est minime. Et d'ailleurs, Gorée va rejoindre Dakar. Donc on peut considérer 3 grandes communes. C'est Gorée, c'est Dakar, Saint-Louis et Rufisque. Saint-Louis vote Lamine Gueye. Et là, SFIO, pas de souci. Mais en 51, il faut voir que ceux qui avaient été élus, c'était Senghor et son colistier Abbas Gueye. Mais Abbas Gueye, il est de Dakar. Donc Dakar a été élu. C'est vrai, c'est Lamine qui gagne d'un point de vue arithmétique. Mais la différence c'est à Rufisque. Mais Rufisque vote Senghor. Rufisque a toujours voté Senghor. Et justement, il y a 2 principales raisons que je peux donner pour explication. Il y a Maurice Gueye, qui est catholique comme Senghor, qui était un de ses principaux alliés. Mais à côté de Maurice aussi, il y avait, c'est un peu le phénomène qu'on retrouve là, les transferts d'électeurs. Parce qu'il y avait Seydou Nourou Tall à l'époque, qui avait placé à Rufisque un nommé Baïdissi. Donc, et vous avez ici, parce que la question c'est, même si Maurice soutient Senghor, mais la population locale d'habitude avait voté SFIO. Mais il y a un transfert d'électeurs, c'est une pratique qui se fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, en fait, pour aller vite, Rufisque n'a pas voté, vote toujours Senghor. Donc, c'est faux de dire que les villes, les communes votent Lamine. Donc, ça, c'est un premier élément dont il faut parler. La deuxième chose aussi, c'est souvent, et ça, on est toujours dans la propagande de Senghor, qui a vraiment construit un discours contre le citoyen, un discours contre les villes. Il faut voir la lettre qu'il a écrite en 1948 à Conditions humaines. Et il faut revoir combien de fois le terme Dakarois apparaît. Il dit lui-même que la SFIO
fait une dictature ad lamini gloriam fortunanque. C'est ça qu'il dit, exactement. Mais d'un autre côté aussi, un exemple, sur le personnage de Lamine Gueye, c'est là où on parle toujours de parricide, hein, n'est-ce pas? Mais sur le personnage de Lamine Gueye, qu'est-ce qui se passe? Les élections de 51 ont été les élections les plus frauduleuses de toute l'histoire. Pour une raison très simple. Le 3 juin, Lamine Gueye part en tournée. Il arrive à Bakel. Mais on lui tend une embuscade. Et il y a eu des blessés. Les blessés qui ont été amenés à Sili Babi. Et une fois qu'il arrive, il a reproché à l'administrateur Rey, le chef de la subdivision, pourquoi il n'a pas assuré sa sécurité. Et en public, Lamine Gueye l'a giflé. Vous voyez déjà à l'époque, dans le Sénégal de 1951, qui venait juste de sortir je ne sais pas, du travail forcé et du régime de l'indigénat. Lamine qui gifle en public. Pas seulement un Toubab, mais le chef des Toubabs. Et ayant échoué à faire quelque chose contre Lamine, le syndicat des administrateurs s'est ligué contre lui. Et c'est une des élections les plus frauduleuses. Toutes les pratiques qu'on voit là, bon, il y a déjà eu après 1914, bien sûr. C'est-à-dire la personne qui vient, qui vote plusieurs fois dans la journée, il y a... on ne fait pas attention, l'encre indélébile là. Mais c'est justement parce que tous ces héritiers de cette période savent comment on fraudait. Parce que c'est comme ça, on venait à plusieurs reprises, on créait des bureaux fictifs. Ça, c'est l'administration. N'est-ce pas? On augmentait le nombre. Il y a toute une technique que jusqu'à aujourd'hui, donc parce qu'il y a des gens il y a des survivants de cette époque. Et c'est une des explications qui fait que, donc il y a eu effectivement un très long contentieux électoral après 1951. Donc, ce qui fait que par la suite, au niveau, j'ai eu la chance de discuter beaucoup à Ziguinchor avec le professeur Abdoulaye Bathily. Bon, on était ensemble à l'hôtel, c'est Manga qui nous avait invités. Il me dit, parce qu'il est en train d'écrire ses mémoires, il me dit, il y a un événement enfant dont qu'il ne connaît pas, mais dont ses parents parlaient et dont tout le monde parlait. Et c'est cette fameuse gifle de Lamine. Je lui dis effectivement, parce que j'ai les documents, c'est dans les archives. C'est dans les archives. Donc c'était le 3 juin. Après, bon, pour dire, quelque part, même eux, enfants, c'est eux qui ont forgé un peu leur force de militantisme. Donc ça remettait un peu en cause beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces constructions qu'il faut qu'un ensemble d'éléments se sont ligués aussi pour expliquer, pas seulement donc cette défaite de 1950. Et d'ailleurs, ils ne croyaient pas à la victoire, c'est pourquoi on a mis Abbas Gueye comme second. Mais quand ils ont gagné, aussitôt en 1956, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le véritable second qui est venu, c'est Mamadou Dia. Et Abbas Gueye a eu cette révolte, comme ça se fait aujourd'hui, qui a créé son parti, le RDS. C'est le parti que son fils a ressuscité. Comment il s'appelle encore? Latif. Le RDS existe toujours. Et après, maintenant, quand les repose chaud, vous dites comme une victime. Parce qu'on parle de 1962. Donc, tout ce qu'on a dit, quoi. Il y a la persécution contre les Jays, etc. Mais Dia est devenu victime. Mais avant, c'était le bourreau. C'était le bourreau. Parce que Senghor n'a jamais été en avant 62. Parce que lui-même, il était conscient que de sa position de minorité ethnique, d'abord, il est sérère. La majorité est musulmane. Il est chrétien. Non, excusez-moi, il est sérère. La majorité est wolof. Il est chrétien, la majorité est musulmane. Donc il était conscient de ses handicaps déjà. Mais il a eu une stratégie qui faisait qu'il n'était jamais en avant. Mais Mamadou Dia était celui qui était là. Pendant la loi cadre, celui qui était au Conseil. Les négociations pour la Fédération du Mali, c'était lui. N'est-ce pas? Il était toujours derrière, mais à partir de 62 maintenant, il fallait que quelqu'un disparaisse de la scène. Mais entre-temps, mais il y a eu les événements le référendum de 1958. Et toujours dans cette construction, on dit que oui, c'est Mamadou Dia qui aurait milité pour le non. Et Senghor le oui. Mais les archives disent de façon très précise, c'est dans les archives. Mais après les élections de 52, parce qu'ils se sont débrouillés tous les deux pour disparaître, mais c'est Mamadou Dia lui-même, lors d'un conseil de l'UPS à Rufisque, qui avait demandé à ce qu'on exclue tous ceux qui avaient voté pour le non à l'UPS. Tous ceux qui avaient voté pour le non. Et c'est Mamadou Dia. Ça, c'est en 58. En 59, il y a la grève de 59.
La répression, vous le dites aussi dans le texte, la répression, c'est 3000 fonctionnaires. Ceux qu'on ne pouvait pas renvoyer, on les a affectés, c'est un peu ce qui se passe, quoi, quelque part au fond là. Mais ça, c'est en 59. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, aussitôt après 1960, au début de l'indépendance, mais c'est la répression du PAI. C'est-à-dire ceux-là qui avaient lutté pour l'indépendance. En 58, pendant eux, qui s'étaient débrouillés pour s'absenter, mais ceux qui effectivement étaient là à lutter, mais ils étaient tous dans la clandestinité. Ils étaient en prison, ou bien ils étaient en exil. Mais celui qui frappait, c'était qui? C'était Dia. Et c'est pourquoi en 62, il faut regarder toute cette littérature, il y a très peu de soutien des partis de gauche, très peu de soutien. Il y a évidemment ce qu'on appelait les djaïstes après, qui sont victimisés. Effectivement, Senghor, pour la première fois, sort et change la constitution. C'est bien dit dans le texte. Parce qu'à partir de ce moment, le régime bicéphale n'était pas viable. Donc, on a changé la constitution. Mais aussitôt après, c'est le PRA qui continue. Le PAI disparaît. Ça veut dire que, toujours selon ce discours du vainqueur, on a la mise sous silence des principaux acteurs, presque. À part les djaïstes, on ne les entend pas. N'est-ce pas? Il y a eu la répression du PRA Sénégal, on n'en parle pas beaucoup, mais ici, officiellement, on a dit 40, mais ce n'est pas 40. Parce qu'ils étaient canardés avec des hélicoptères. N'est-ce pas? On en parle très peu. Et même jusqu'en 66, quand on dit qu'il y a eu ce regroupement, le PRA Kiki, mais un événement dont on ne parle pas, c'est le Festival mondial des arts nègres. Cette année-là, le président Senghor s'est débrouillé pour qu'il n'y ait pas de bruit dans ce pays. Il y a eu la première fois que l'université de Dakar a été fermée, n'est-ce pas? Après que Nkrumah ait été renversé. Mais c'est pour cette seule fois que Senghor a capitulé devant les étudiants parce qu'il avait en vue son festival. C'était en février. La grève c'était en février, le 28 février, mais le festival c'était en avril. Donc il n'avait pas intérêt à ce qu'il y ait du bruit pendant qu'il accueillait le monde. Mais d'un autre côté, le PRA Sénégal a été phagocyté parce que c'était la seule opposition. Et là, ça nous renvoie, je saute, pour aller en 70, quand il nommait son premier ministre. Là encore, c'était un des... Mais au niveau du PRA Sénégal, c'était une rupture parce qu'ils avaient pensé, particulièrement Abdoulaye Ly, qu'il était le numéro 2 de Senghor. Donc il pensait à lui-même pour être Premier ministre. Et ça a été le choc. Et vous voyez, même en 68, donc là encore c'est une des légendes, quand on parle de remaniement, en réalité ce n'était pas un remaniement. Parce que c'est Mokhtar Mbow qui était ministre de l'Éducation nationale, Assane Seck était ministre de la Culture, et Abdoulaye Ly était ministre de la Santé et de l'Action sociale. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Assane Seck, qu'il a amené à l'Éducation nationale. Il prend Mokhtar Mbow, qu'il amène de l'autre côté. Après, il y a le ministre des Forces armées, c'était, comment il s'appelle encore, Abdou Karim Gaye, qu'il amène aux affaires étrangères. C'est comme ça, c'est un jeu de chaises. Et après, Lamine Gueye, qui était presque mourant, qui avait un cancer en phase terminale, c'est Amadou Cissé Dia qui le remplace. C'est Amadou Cissé Dia qui le remplace. Et maintenant, l'autre légende, c'est Jean-Alfred Diallo. Jean-Alfred Diallo. Parce qu'il y avait le succès des coups d'État dans tous les autres pays. Ses collègues, entre guillemets, militaires avaient des succès un peu partout. Mais au Sénégal, on ne pouvait pas parce que Jean-Alfred Diallo, il est français aussi. L'armée française était là. Ça, c'est une donne qu'il fallait prendre. Mais il a obtenu du président Senghor de faire ce remaniement, entre guillemets, mais surtout de supprimer tout intermédiaire entre lui et le président. Et c'est pourquoi le ministère des Forces armées a été supprimé. Donc il est en contact direct avec le président qui prenait ses fonctions, mais aussi on lui donne la gendarmerie. C'est à partir depuis 68 que la gendarmerie a été ajoutée à l'armée, appartient à l'armée. Donc, mais là encore, c'est toujours parce que Jean-Alfred était au niveau de l'armée. Bon, ça, c'est des choses dont on ne doit pas parler. On a toujours dit que oui, le Sénégal n'a pas connu de tout, etc., etc. Mais en fait, ça, c'est ce qui est... ça, c'est ce qui est apparent, quoi. Mais effectivement, il n'y a pas eu de coup d'État qui est réussi. C'est ça qu'il faut dire. Oui, mais Jean-Alfred, il était au cœur de ce pouvoir.
Donc après, il y a ces constructions. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Il y a le secret d'État et extra. Ça veut dire qu'il y a toujours ces légendes et qui partent de la construction. Et même, c'est un peu ça le sens de la propagande senghorienne qui a très largement fonctionné. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Senghor, à partir d'un certain moment, il était seul au front, mais quand il crée le poste de Premier ministre aussi, il saute toutes les générations. Parce qu'à l'intérieur aussi, quand je dis les acteurs dont on en va parler, mais j'ai parlé du PAI, mais il y a Cheikh Anta. C'est Cheikh Anta qui représente la véritable opposition. Et même ça continue avec Diouf en 83, vous le dites ici dans le livre, mais en 83, ce n'était pas des élections, c'était des élections qui étaient contestées. Et en conséquence, Cheikh Anta, qui avait un siège de député, qu'il a refusé d'occuper. Et c'est son numéro 2, Babacar Niang, à l'époque qui avait créé le PLP, le Parti pour la Libération du Peuple, qui a occupé. Mais Cheikh Anta, il a été dans sa logique de dire que c'est des élections qui sont frauduleuses. Et voilà, et même dans la logique d'ouverture. On ne voulait pas que Cheikh Anta ait un parti. Donc c'est un multipartisme contrôlé de Senghor. Et là encore une autre construction, quand Abdou Diouf est venu, on a dit multipartisme intégral. Mais en réalité, c'était un piège qui tendait à tous ces mouvements de gauche, parce qu'à partir du moment où il a dit multipartisme intégral, c'est le fractionnement du pôle de gauche. Le PAI a volé en plusieurs éclats. Donc vous connaissez la règle, divide and rule. Diviser et régner. Et depuis, donc, ils sont jusqu'à aujourd'hui. C'est l'éparpillement des partis qui a tué la gauche, qui s'est allé en plusieurs tendances. Donc, vous savez, il y a une série de constructions qui fait que aussi, donc après, on a dit, oui, bon, il y a ça, et aussi il y a la transmission du pouvoir, la démission de Senghor. On peut lire aussi de l'autre côté. On peut dire que, oui, Senghor a démissionné, c'est la première fois, ce qui est révolutionnaire, hein, jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas fait. Aïdjo a commencé, mais après, il a voulu reprendre le pouvoir au Cameroun. Mais Senghor, en fait, il est entré par effraction en politique, comme il en sort aussi. Mais de l'autre côté, l'autre lecture que je veux dire, c'est-à-dire Abdou Diouf, mais il a hérité d'un pouvoir. On peut faire cette autre lecture, c'est la première fois qu'on hérite d'un pouvoir. N'est-ce pas? C'est la première fois qu'on hérite d'un pouvoir. Et lui-même, il a tenté ce modèle qui n'a pas réussi quand il a voulu introniser Tanor. Vous le dites dans le texte, hein, de façon très agréable d'ailleurs. Hein? Quand il le dit en 96, moi-même, c'est Robert Sagna que vous avez cité, qui dit que oui, j'ai voulu faire la même chose que Senghor a fait pour moi. Mais ça n'a pas réussi. Parce que ça a réussi une première fois, c'est quand Senghor a sauté tout le monde pour amener Abdou Diouf. Mais quand Abdou Diouf a voulu faire ça avec Tanor, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est le fractionnement. Djiboka est parti. Plus tard, Moustapha Niasse est parti. Après, il y a Souti Touré qui a créé son parti. Abdourahim Agne a créé son parti. Abdoulaye Makhtar a créé son parti, etc. Bon, et voilà. Aujourd'hui, le PS est presque devenu un mouvement de soutien, quoi. Qui se bat pour exister à Dakar, hein. Oui, oui, oui. Donc vous voyez toute cette histoire qui a été faite. Donc c'est un ensemble de constructions qui fait que de façon générale, donc nous avons ici le piège des sources. Et là, si vous avez le temps d'y aller, allez à Aix-en-Provence, allez à Pierrefitte, allez à... Il y a la documentation, elle est extraordinaire. Et vous allez voir quand même, vous avez évoqué ici les événements de Kagnobon, et voilà encore toujours le pays. Là, on a ici le discours local. Et là, quand on dit que oui, c'est un ambulancier, je crois, qui a sauvé l'équipe, mais il y a le rapport de l'administrateur qui était au courant de l'événement, mais ayant échoué à empêcher Lamine d'aller à Kagnobon, a proposé de partir avec lui dans son propre véhicule. Bon, mais après, bon, maintenant, on va dire beaucoup de choses que, oui, il y a le père d'Émile Badiane qu'on a renversé sur la route, donc ça, c'est un peu toujours bon, la construction. Mais il y a moyen d'aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de... Après, bon, on en discutera, quoi, n'est-ce pas? Donc, de façon générale, nous avons un très bon texte qui nous replonge dans tous ces débats passionnants et passionnés et qui restitue de façon très fidèle les événements tels qu'ils se sont passés et avec les principaux acteurs. Bon, bien sûr, bon, il y a des choix de parler de tels événements, ça dépend, bon, parce que moi j'attends tout de suite la suite, hein, c'est-à-dire il faut reprendre à partir de 2000, c'est vraiment parfait. Bon, mais maintenant, il y a beaucoup de choses à l'intérieur qu'on peut discuter à nouveau, parce que, bon, c'est toujours des choix qui sont là. Donc, les événements de 62, je crois qu'il y a Moustapha Sow qui est en train de faire une thèse là-dessus. Sur le Mali, il y a eu des textes
mais il n'y a pas encore de travail comme ça, quoi. Donc comme vous avez fait sur la Casamance. Et aussi, sur les cheminots aussi pareil. Sur les cheminots, il y a presque rien. Sur Ibrahim Sarr, vous voyez, dernièrement, il y a Babacar Diop qui a commencé à faire ces trucs. Et là encore, c'est toujours beaucoup plus de construction et c'est toujours le discours du vainqueur. Donc on a dit que oui, Senghor a aidé les... Mais Senghor a toujours eu... C'est quelqu'un de très intelligent. Il a toujours su comment utiliser les événements. Sur le plan religieux, toujours 51, les familles religieuses, c'est une question. Pourquoi les Mourites, les Tidjanes ont soutenu Senghor contre Lamine? C'est très simple. C'est très simple. Je termine avec ça. C'est très simple. C'est très simple. Lamine Gueye et Serigne Babacar ont été co-disciples à Saint-Louis. Donc Lamine Gueye fait partie de cette famille. Et il était très lié à Serigne Mansour et Serigne Abdou Aziz. Et on connaît les relations qui existaient entre Serigne Babacar et ses frères. Donc Serigne Babacar était dans un dilemme. N'est-ce pas? Parce que Lamine était de l'autre côté, c'est-à-dire avec Serigne Mansour et Serigne Abdou. N'est-ce pas? Et là, je peux en parler maintenant, j'ose en parler parce que son fils en a déjà parlé. Mais c'est son fils Cheikh Tidiane Sy qui a décidé Serigne Babacar. Parce que il a habillé ses partisans en rouge, c'était les bérets rouges, pour attaquer la maison. Et à ce moment, il sort son père pour lui dire viens voir. Donc aussitôt quand il est sorti, il a vu il a dit que c'est les bérets rouges, c'est les partisans de Lamine, et tout de suite il a penché. Et Cheikh Tidiane lui-même le dit dans une conférence qu'il a tenue à Kër-Djembe. C'était en 93, c'est dans YouTube, hein, vous pouvez retrouver ça. Lui-même il le dit, et c'est dans les archives aussi. Et c'est comme ça que Senghor s'est engouffré dans cette brèche. Chez les Mourides, c'était encore plus simple. Parce qu'ils ont toujours conçu que Lamine Gueye était Tidjane. Pour une raison très simple. Hein? Donc qu'est-ce qui restait? Il n'y avait que deux candidats. Lamine était Tidjane, donc de fait, ils étaient de l'autre côté, c'était Senghor. Mais le problème, c'était que Senghor était catholique. Mais il fallait l'imposer. Et il a trouvé aussi une situation pareille où Serigne Fallo était aussi en compétition avec son neveu, Serigne Cheikh Mbacké, qui était l'héritier du premier calife. Donc il y a la question de la mosquée qui était là. Vous parlez de la mosquée aussi, le financement de la mosquée. Que lui-même, il va présider la cérémonie en 1963. Aujourd'hui encore, vous voyez les politiques là, les constructions des... Mais ça, c'est une très vieille pratique. Et c'est comme ça que Senghor s'est engagé à l'aider à retrouver la pleine souveraineté au niveau de la confrérie, à financer la mosquée, etc., etc., etc. Bon, mais le fond du problème, c'est que, comme on dit là, non, Senghor n'a jamais été totalement accepté par tous ces groupes. On a vu l'amitié de Lamine et de Serigne Abdou. Quand Lamine est mort en 68, c'est Serigne Papa Abdou lui-même qui est venu ici faire la prière mortuaire. N'est-ce pas? Et dans le cas aussi des Mourides aussi, c'était pareil. Il y a les personnages dont on n'a pas parlé, mais il y a Cheikh Mbacké. Cheikh Mbacké qui a financé toutes les oppositions à Senghor. Cheikh Anta, même Abdoulaye Wade et tout ça, c'était vraiment lui le vrai opposant, et qui avait des moyens très considérables, et aussi qui avait une très forte influence sur son oncle Abdoul Ahad, qui est venu après Serigne Fallou, c'était le marabout de Senghor. Mais après, voilà, il a fallu maintenant faire de nouvelles compromissions, mais Senghor étant très intelligent, qui a su aussi, et surtout avec Abdou Diouf, donc faire cette alliance avec... Donc je crois que je vais m'arrêter là, hein, ne pas trop... Merci. Je vois le directeur là, on rend le local dans 48 minutes, donc c'est pour ça que j'ai insisté pour que tu arrêtes. Non, mais c'est important. Donc je donne la parole à Mounirou Diallo pour présenter l'ouvrage. Après, s'il y a des questions, on les pose après. Hein. Voilà, je donne la parole à Mounirou Diallo pour la présentation du livre d'Odom Angon. Merci. Maximum 10 minutes. 10 minutes maximum, parce que là, on a accusé beaucoup de retard. Merci. Merci.
Odom, je te promets de ne pas être philosophe du concept, mais philosophe artiste, cette fois-ci, pour présenter ton livre. Alors, deux petits points. Le premier, c'est, après lecture, quels sont les présupposés pour pouvoir comprendre ou faire comprendre Femmes noires francophones. Alors, pour moi, c'est d'abord une entreprise paradoxale que de vouloir lire et présenter en tant qu'universitaire Femmes noires francophones, qui a pour titre complet, le titre complet c'est Femmes noires francophones, une réflexion sur le patriarcat et le racisme au XXe et XXIe siècle. Car Odom nous prévient à juste titre, dès les premières lignes de ses réflexions, que son livre opte pour un style qui crée un lien social avec le lecteur, loin d'un ton professoral, magistral, soporifique et pédant. Page 7. Rassurez-vous, ce n'est un paradoxe que pour celui qui est épris de règles fixes et de règles académiques. C'est celui-là qui tenterait par exemple de lire Femmes noires francophones en le réduisant à un académisme pur, c'est-à-dire en faisant de ce texte-là un texte purement universitaire. Loin de moi cette idée, car justement ce texte cherche justement à échapper à l'académisme qui plombe toute création. Car en réalité, dites-vous bien que ce texte est une pure création. Je vais le démontrer très rapidement en 2 lignes, en 3-4 lignes. C'est que pour ce faire, Odom a compris 2 choses que nous avons en partage. La première, c'est qu'on ne devient pas intellectuel libre, L2LE, qui maîtrise son verbe et son style d'écriture qu'en détruisant les présupposés de l'académisme ambiant, qui n'est finalement qu'un avorton chronique de la domination phallocratique et de la colonisation. L'idée qui consiste à affirmer le modèle conceptuel d'ailleurs des recherches de l'enseignement supérieur, la façon dont on enseigne à l'université Anta Diop et dans les universités francophones, dissimule en réalité quelque chose de terrifiant. Et Odom l'a compris, car il est question dans l'espace universitaire de séparation. Le pire de ces effets, c'est l'institution d'une méthode qui dessine les limites, qui circonscrivent le sens des textes à commenter et la manière de les interpréter et partant même la manière d'écrire un texte. Ce mythe de la sélection permet de dissimuler les opérations d'élimination par lesquelles ont été exclus les textes commis par les minorités et le presque hors bibliographie que constitue tout le sang épistémique de nos savoirs endogènes. On voit bien par là qu'il y a pour un universitaire obligé souvent de suivre au risque de se faire exclure par la communauté universitaire un univers lisible, c'est-à-dire les textes qui lui permettent de penser en universitaire, et un autre univers de textes qui ne mérite pas d'être lu, dont le contenu ne s'élèverait pas, dit-on, à un niveau d'abstraction intellectuelle déjà établi. Les productions féminines d'ailleurs n'y échappent guère, et elle l'a compris, elle l'a bien dit. C'est pourquoi tout le dernier chapitre de cet ouvrage, qu'elle intitule justement « Je ne suis pas la femme noire », et plus particulièrement dans les 2 sous-chapitres que je vais nommer « Femme noire », Femmes et Noirs au XXIe siècle, performance, dissidence et résidence. Je rappelle d'ailleurs, ça aurait dû être le titre du texte. Et puis le second point, c'est Femmes, virgule, noires, africaines et universitaires. Elle prend bien le soin de mettre des virgules, une ponctuation. Ne font que faire voir justement ces exclusions voulues et choisies. Et la seconde, justement, j'en ai dit 2, donc la seconde qu'elle a compris, la seconde chose qu'elle a compris et que nous avons en partage, c'est que l'on voit bien que cette sélection qui exclut et érise en frontières fixes d'abord les disciplines et les productions intellectuelles ensuite, ne font que reproduire un modèle qui n'obéit qu'à une loi. C'est-à-dire, c'est le monologisme scolaire qui conduit fatalement à la répétition. Celui ou celle qui veut créer son œuvre ne peut qu'accepter d'être à la marge afin de brouiller les frontières, pour ne plus faire un avec sa pensée, son style d'écriture. Et Femmes noires francophones, justement, de Odom, Angon, en est une illustration parfaite. C'est un pari, un courage que décrit donc pas un résumé ou une synthèse des analyses de Odom. Cela n'aurait aucun sens, car l'ouvrage, je cite l'auteur elle-même, en la paraphrasant peut-être, l'ouvrage en soi est un exercice de rédaction séquentielle qui obéit à des étapes de la vie de l'auteur. C'est l'auteur même qui le dit. On peut certes lire un ouvrage comme un seul moment théorique, mais je préfère suivre le conseil de l'auteur elle-même qui me suggère de l'accompagner, elle le dit dès l'introduction, en toute amitié et bienveillance dans son aventure à la page 7. Je me contenterai de livrer quelques impressions très rapidement en partant finalement de ce que j'ai compris après coup.
Donc le second point justement, et qui est le dernier, pour faire voir ce que j'ai compris, je l'ai nommé « Faire voler en éclats le discours phallocratique ». Je retiendrai un concept opératoire dans son texte, c'est l'intersectionnalité, qui étudie toutes les formes de discrimination et de domination sans jamais les séparer. En trois motifs sont essentiels dans son texte. C'est le genre, la race et la classe ou la catégorie sociale aujourd'hui. Mais je ne m'appuierai que sur la question du genre, puisque le temps nous manque, pour livrer ce que j'ai retenu de ce magnifique texte. En parcourant d'un bout à l'autre cet ouvrage, c'est 4 chapitres. Le premier, vous le nommez Ventre du patriarcat. Le deuxième chapitre, Veuve à 30 ans, j'ai découvert le racisme à la mort de mon mari. Le troisième chapitre, L'amour et le poids de la race. Et le quatrième et dernier parti, qui est, à mon sens, le plus intéressant pour moi, Je ne suis pas la femme noire. En parcourant tout ça, on se convainc que l'urgence, pour elle, c'était de procéder à une refondation conceptuelle afin de penser ce monde à elle et ses conditions d'existence, et partant pour toutes les femmes noires francophones. Dans un contexte marqué en effet par l'absence de crédibilité des méta-récits d'émancipation, pourtant paradigme de toute stabilité sociale, il est devenu clair pour elle qu'il faut tout déconstruire pour qu'un nouveau type de discours puisse éclore. À ce titre, Femme Noire francophone met en place un discours, un style d'écriture qui bouscule tout et invite à une sorte de décentrement des repères, où le discours de l'homme centre de tout finira par exploser devant l'exigence de pensée profonde qu'induit le travail de Odom. Elle a cherché à construire un univers sémantique pour la femme, pour elle d'abord. Elle dit ceci: désormais, la femme africaine ne puise plus ses repères dans l'univers de l'homme créé, et taillé sur mesure par et pour l'homme tout court. Pour prouver sa surpuissance, j'allais dire, en excluant justement la femme. Au contraire, la femme a tant de ressources, dit-elle, tant de richesses, qu'elle n'a pas à chercher à ressembler à l'homme. C'est ce qui explique d'ailleurs tous les récits témoignages qui mettent en exergue les portraits de Massata Sissé, que j'ai bien aimé, alias Mama Africa et Jessica Olongo, aux pages 180 et suivants, pour montrer que la femme noire a dépassé la place de l'homme par cet élan créatif et procréatif. Elle ne convoite plus la place de l'homme qui masque ses faiblesses en masculinisant son univers. En réalité, la femme africaine doit critiquer, pour son émancipation, 3 couches épaisses qui l'empêchent de se définir. Elle doit lutter contre les griffes du colonialisme, du patriarcat et de la catégorisation raciale et professionnelle. En cela, l'auteur a raison de dire, à la suite de Grada Kilomba, que la femme noire est l'autre de l'autre, c'est-à-dire qu'elle est finalement une double antithèse de la non-blanchité et de la non-masculinité. Page 224, note 57. Mais sans compter sur la compréhension et la profondeur des analyses de Odom, qui assène son argument massu et expose dans ce magnifique livre cette vérité. Elle dit, avant d'être femme noire ou Madame X, je suis avant tout X. Et je retiens donc, c'est une bataille de subsistance et d'existence qui fait valoir un être longtemps dominé et qui est pourtant le réceptacle de toute vie possible et de création possible. Par conséquent, femme noire francophone cherche en définitive à désubalterner, entre guillemets, la femme noire africaine en la nommant. Se nommer soi-même en tant que femme libre, c'est déjà en soi l'acte symbolique le plus puissant qu'un être humain puisse réaliser. Il n'y a pas d'autre combat que celui de créer pour la femme noire un univers sémantique capable de la nommer sans le filtre de la catégorisation ou de la hiérarchisation. C'est pourquoi Odom Angon écrit, en projetant dans son texte les douleurs et les stigmates de son corps, pour y associer finalement les inquiétudes de son âme. En lisant le texte, de lire pratiquement, c'est apprendre à se mouvoir dans l'univers d'une femme qui a su se nommer, se faire et s'inventer toute seule. Je dis alors, cher Odom, merci pour ce magnifique texte et merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, cher Mounirou, cher Oumar Gueye. La parole est peut-être aux deux auteurs, mais brièvement,
à la suite des propos de Oumar pour Lamine et à la suite des propos de Mounirou pour Odom. Vous avez juste chacun 5 minutes avant de donner la parole au public. 5 minutes et pas plus, s'il vous plaît. Merci. Je commence par Odom. Ah oui. Alors, je vais peut-être... Merci de me donner la parole. En même temps, si on parle de parité, il n'y a plus de priorité aux femmes. On neutralise les genres. Alors, déjà, merci pour l'invitation et pour la possibilité. C'est la première fois que je viens physiquement au Arc, je l'avoue. Et pourtant, je suis à l'université Cheikh Anta Diop, mais souvent, je passe par ici avec l'idée qu'un jour je viendrai. C'est un peu le syndrome que j'appelle le syndrome de l'habitant. Lorsque vous venez quelque part, vous n'êtes plus pressé, vous vous dites que vous irez un jour. Et puis, c'est un peu comme les touristes. Ils sont choqués de savoir qu'il y a des Sénégalais qui ne sont jamais allés à Gorée. Pourtant, ils habitent à Dakar. C'est ça le syndrome de l'habitant. On passe tout le temps à des endroits et on se dit qu'on viendra un jour et on ne vient jamais finalement. Heureusement qu'il y a eu ce beau prétexte littéraire qui me permet de découvrir que c'était un très bel endroit que j'aurais dû découvrir depuis très longtemps. Alors, le livre « Femmes noires francophones » est une démarche purement politique. C'est un acte de résistance contre la dissolution. Lorsqu'on est une femme dans les espaces de recherche, en l'occurrence lorsqu'on est une femme universitaire, et lorsqu'on est une femme africaine à l'université Cheikh Anta Diop, on se rend très vite compte, peut-être parce que ceux qui arpentent ces espaces-là sont très habitués, à un certain discours monolithique, parce que les espaces universitaires sont très masculinisés. Et lorsque je le dis, ce n'est pas pour me présenter en victime, c'est vraiment pour décrire une certaine réalité. Dans la vie de tous les jours, plus on monte davantage, les espaces se masculinisent. Mais ce n'est pas un hasard, en fait. Cette réalité politique ou structurelle obéit aussi à un contexte sociétal. En réalité, souvent, on fait peut-être croire ou on a l'impression ou on n'interroge même plus pourquoi dans certains espaces les femmes n'apparaissent pas. Et pourtant, en tant qu'universitaire, lorsque je vais en première année donner cours, en deuxième et troisième année, on se rend très vite compte que de façon écrasante, sur le plan arithmétique, il y a beaucoup de femmes. Et pourquoi à un moment donné, lorsqu'on se retrouve entre collègues, il n'y a pas assez de femmes dans les espaces de recherche, dans les espaces de savoir ou dans les espaces décisionnels. Tout simplement parce qu'il y a des plafonds de verre et des frontières invisibles qu'on n'interroge même plus et qui sont la réalité même de ce que nous vivons. Je prends un exemple banal. Souvent, je suis très choquée et interpellée de remarquer que dans les amphithéâtres en 2020 à l'université Cheikh Anta Diop, il y a des femmes qui viennent avec des bébés pour aller au cours, en fait, des étudiantes. Et moi, en tant que femme et mère, je me demande, mais où sont leurs maris, leurs compagnons ou des gens solidaires qui pourraient rester avec leurs enfants? Parce qu'en fait, ces femmes, ce qu'elles disent, c'est que nous voulons cocher toutes les cases que la société nous impose sans renoncer à nos ambitions. Cela veut dire qu'elles veulent être femmes. C'est pourquoi, à un moment donné, elles subissent la pression sociale. Elles deviennent femmes, épouses d'eux. Et puis, à un moment donné, la société leur rappellera aussi qu'elles sont en âge d'être des mères. Et elles vont faire des bébés. Mais comme elles ne veulent pas renoncer à leurs ambitions qui sont soit d'être des universitaires, soit d'avoir une formation professionnelle, elles vont donc à un moment donné de leur vie essayer de cocher toutes les cases en étant femmes en étant mères et en étant aussi étudiantes, et elles amèneront donc les bébés au sein des espaces universitaires qui devraient quand même nous interpeller. Et donc le livre Femmes noires francophones, c'est aussi un cri de désespoir en réalité pour dire que lorsqu'on va dans les universités, lorsqu'on va dans des espaces de reconnaissance institutionnelle, on ne nous voit pas et on ne se voit pas dans des corpus que l'on enseigne en fait. Et quand vous êtes une femme qui va dans les universités, on a quand même le droit de se poser la question de savoir pourquoi toutes les élections de 46. Mais on verra très vite qu'il va y avoir, disons, des divergences entre les deux hommes, au point qu'en 47, lors du congrès de Kaolack, les clivages sont nés et Senghor était tenté par l'idée d'abandonner la politique. Ce sont ses amis, parmi lesquels Ibrahima Seydou Ndao, André Guiabert et autres, qui l'ont convaincu donc de s'engager en politique. Et celui qui a été vraiment à l'œuvre, qui a été convaincre, disons, parce que ils ont compris qu'au niveau des 4 communes, Lamine Gueye avait de l'avance. D'où est-ce qu'il fallait se rendre? C'était au niveau des terroirs, au niveau des cercles, parce
Parce que là, il y avait une frustration que les populations avaient vécue consécutivement au régime de l'indigénat, qui a créé des clivages. Et les indigènes, les anciens sujets, avaient cette perception de Lamine Gueye qu'il était quelqu'un qui était plus ancré dans, disons, une politique urbanistique plutôt que vraiment de défendre leurs intérêts à eux. Et Senghor a bien surfé sur cela, ce qui lui a permis vraiment d'avoir une adhésion populaire très vite après avoir mis son parti sur pied en 1948. Et effectivement, en 1946, il était coalition de Lamine Gueye. Mais les élections qui vont consacrer l'hégémonie de Senghor, c'est surtout ces élections de 1951. Et depuis lors, on verra que il va régner d'abord avec Mamadou Dia, avec le régime bicéphale. Mais à partir de 1963, l'année où il a instauré le présidentialisme pur, on constate qu'il va régner sans partage, même s'il y a eu des contestations jusqu'aux années 70 qui vont l'obliger vraiment à aller vers une ouverture politique pour, disons, la création de ces partis avec les différents courants. Et l'histoire du Sénégal, c'est aussi une histoire qui est faite de violence. On parle actuellement de violence, mais les violences qu'on a connues, disons, entre 51, comme il le dit avec les événements de Bakel, 55 avec les événements de Kagnobo, jusqu'en 66, au moment où le sabordage du PRA dans l'UPS a consacré ce qu'on a appelé le parti unique de fait. Mais c'est une période qui a été caractérisée par des violences que le pays n'a pas encore connues. Ouais, et ces violences-là, c'était le PAI, le parti au pouvoir, c'était aussi le PRA surtout. Et le PRA va perdre du terrain. Le leader du PRA, c'est Hassan Sek qui le dit. Pourquoi ils ont accepté de saborder le PRA finalement dans l'UPS? C'est surtout parce que, en fait, la différence idéologique que les militants voyaient n'était plus de mise à partir du moment où Senghor défendait le socialisme africain. Parce que le PRA aussi défendait le socialisme. Mais à un moment donné, les militants ne parvenaient pas à faire la distinction entre les deux idéologies. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que Senghor bénéficiait des moyens de l'État. Et il va donc continuer à fragmenter les différents partis, au point qu'en 1964 déjà, on va connaître une rupture dans le PRA avec la création du PRA de rénovation que le maître Malick John va mettre sur pied. Et c'est lui qui va en réalité affaiblir le PRA. En 1964, il rejoint donc Senghor, qui avait depuis 1951 lancé plusieurs appels à l'unité d'action. Et je pense que quand on étudie l'histoire politique du Sénégal, Senghor peut être présenté différemment. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est un homme qui a eu un parcours complexe et qui était obligé aussi de faire avec les alliances pour pouvoir asseoir son pouvoir politique. C'est aussi un homme qui a compris que le Sénégal était une jeune nation et il fallait construire ce qu'il a appelé l'État-nation, en faisant abstraction de ces clivages qui tenaient à l'ethnie, qui tenaient, disons, à l'appartenance régionale, à l'appartenance confessionnelle. C'est pourquoi, je confirme, je dis que Senghor, c'est celui qui a été peut-être, qui a voulu fonder la nation. Et Diouf va être celui qui a incarné en l'État. Ouais, mais c'est un pays voilà, qui a une trajectoire assez complexe, qui fascine aujourd'hui encore. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qu'il faudrait comprendre. Quand on étudie l'histoire de ce pays-là, effectivement, il y a des leviers sociaux qui sont là, il y a des leviers qui contribuent à préserver ce pacte social qui nous lie. Mais en même temps, on se dit que c'est un danger. Parce qu'on ne peut pas prendre la démocratie comme une chose acquise. La démocratie se construit, elle se consolide avec le temps. Voilà pourquoi ces soubresauts que l'on connaît presque chaque décennie, à mon avis, doivent être des alertes pour que nos gouvernants puissent comprendre que ce pays-là, en fait, ce qu'on a comme démocratie, c'est à préserver. Et il y a un clientélisme qui est là, qui est en réalité congénital à l'histoire politique de ce pays. Ce clientélisme qui est entretenu à la fois par les confréries, les marabouts et autres, c'est un clientélisme qui peut sembler, disons, être une soupape de sécurité pour la démocratie que nous avons. Mais ça peut être un danger, parce que c'est comme s'il y avait dans ce pays-là des individus qui se croient mieux nés que d'autres. Cette situation, disons, peut contribuer à préserver l'unité nationale pour un moment, mais si on y prend garde, ça peut aussi mener à des tensions qui peuvent dégénérer et plonger ce pays, disons, dans une situation qui n'est pas souhaitable. Voilà pourquoi cet ouvrage que nous avons écrit, c'est en réalité l'histoire politique du Sénégal. Et là, ça rejoint la fonction de l'histoire, parce que l'histoire sert d'orientation.
c'est une discipline qui est redoutable si elle tombe entre les mains de propagandistes, mais qui a aussi tout son sens parce que ça peut, disons, donner une orientation à nos sociétés pour éviter de tomber dans des situations qui ne sont pas souhaitables. Voilà, je ne peux pas me pencher davantage. Merci. Merci beaucoup à Lamine qui est venu de Ziguinchor, hein. Il faut le rappeler. Il a passé la nuit peut-être sur la route, mais en tout cas merci beaucoup d'être venu de loin et d'assister à cette séance de cet après-midi. On prend juste 2 questions, vraiment parce qu'il est l'heure. S'il y a des réactions, maximum 2. S'il y a des réactions, oui. Le directeur. C'est pas une question, c'est une contribution. Je commence par cette... Moi j'approuve et la seule façon de vous le confirmer, c'est que chaque fois que vous avez des livres à porter à la connaissance du public, véritablement venez et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Vous le savez, d'autant plus que nous, on demande presque rien. Avant Covid, c'est nous qui vous prenions les tentes, on payait. Si vous vouliez plus de 100 chaises, on payait aussi pour les 100 chaises. Mais là, on ne peut plus payer. Par contre, vous, on ne vous demande absolument rien. Si vous avez du public, payez votre tente. Si vous avez besoin de plus de 100 chaises, payez pour les autres chaises. Mais dans notre coffre, on ne vous demande pas un sou. Donc, et ça, on va continuer ça avec vous. C'est pour vous faire savoir ça. Madame, nous avons aussi une belle salle de conférence là, plus une bibliothèque. Donc la prochaine fois, venez voir Marianne, vous allez faire le tour du work. Voilà, je vous invite. Merci, directeur. Merci beaucoup, directeur. Merci, directeur. Moi, je te remercie encore une fois. Moi, je dis toujours que quand je suis venu à l'université, j'étais accueilli vraiment par des grands frères, dont vous, dont d'autres, vraiment. Et j'ai eu la chance d'être accueilli par des anciens qui m'ont montré le chemin. Et je me rappelle toujours de nos premières rencontres dans les couloirs. Juste préciser... voilà, là aussi pour l'ouvrage de manga, je vous conseille vraiment de le lire, c'est super intéressant, c'est l'histoire du Sénégal. C'est vraiment des recherches de plusieurs années aussi. Est-ce qu'il y a des donc, réactions? Toi tu viens d'arriver et tu vas poser une question. D'abord oui. Mais les gars... Et donc ça, c'était véritablement une tentative de coup d'État, mais une tentative de coup d'État de masse. Pour les questions qui ont été posées, le rôle de la prison. Bon, je pense que la prison telle qu'elle existe aujourd'hui au Sénégal et peut-être un peu partout en Afrique, c'est d'abord, à mon avis, une création coloniale. La prison en Afrique, bon, si je prends par exemple notre société qui est la société Diola, quand il y avait, disons, des actes, des délits qui étaient commis, il y avait toujours, disons, une procédure. Il fallait d'abord interpeller l'individu, sa famille. Il y a également la classe d'âge qui pouvait également interpeller l'individu, l'amener en bourse pour lui parler. Et quand ça atteignait un niveau qui était ingérable, ben, on le bannissait tout simplement de la société. Il devait s'installer ailleurs. Mais la prison, c'est une création coloniale. Et avec la politique, sous Senghor, la prison a été, disons, un instrument de dissuasion donc des opposants. Il fallait casser les opposants.
pour tout simplement, soit il fallait les avoir avec soi, soit les réduire, les bâillonner. Et la prison a été instrumentalisée donc pour réduire les oppositions. La place des femmes dans la politique. Je dirais qu'ici au Sénégal, les femmes ont été à l'avant-garde de tous les combats politiques. Mais ça est que leur engagement, c'était plutôt, disons, dans la massification des partis. Et rares sont les femmes qui étaient au devant de la scène politique. On pouvait citer, parce qu'au niveau du Parti Socialiste, ou l'UPS d'abord, il y avait la section des femmes. On peut citer par exemple des femmes comme Caroline Faye, Fatoumata Ka, il y avait les Thérèse King et bien d'autres. Et bien, on verra aussi que, lors du congrès sans débat de 96, pourquoi Tanor a pu vraiment être imposé, c'est deux personnes qui ont eu à jouer un rôle fondamental. Deux personnes sur lesquelles Abdou Diouf s'est beaucoup appuyé. Il y a d'abord Aminata Mbengue Ndiaye, ensuite Khalifa Sall qui va même être combattu. Donc voilà ces deux qui vont porter donc le combat pour asseoir, disons, la légitimité de Tanor à la tête du parti. Donc les femmes ont toujours été là, on en parle un peu, c'est vrai qu'on aurait pu approfondir, mais les femmes ont été à l'avant-garde de tous les combats politiques au Sénégal, mais elles ne sont pas souvent au devant de la scène. Voilà. Il y avait aussi d'autres questions. Voilà. Lui, il a parlé de son village de Kagnobo. Bon, on ne peut pas parler de toute l'histoire, mais ce que je peux vous dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Lamine Gueye avait perdu du terrain. Et la Casamance était devenue le bastion donc, du BDS, donc du Bloc démocratique sénégalais, puis du Bloc populaire sénégalais. Et lors des élections avant les élections de 56, Lamine Gueye, qui avait déjà perdu les élections de 51, il voulait vraiment en fait, se refaire une santé politique et il ne voulait pas laisser la Casamance à Senghor. Et il s'est fait un allié. Parce qu'après le congrès de Bignona, le BDS a organisé un congrès à Bignona en 54. Ce congrès a amené les leaders du MFDC. Je ne parle pas du second MFDC. Donc ce congrès-là a amené tous les partis régionaux. Il n'y avait pas que le MFDC. Il y avait l'Union générale des Georgiens de la Vallée du Fleuve. Il y avait l'Union démocratique des ressortissants du Sénégal oriental. Tous ces partis-là ont été appelés par Senghor à se retrouver dans un cadre unitaire, à se retrouver dans le BDS. Et le congrès a eu lieu à Bignona en 54. Après ce congrès, il n'y avait presque plus d'opposition en Casamance. Donc tous ces partis-là sont retrouvés avec Senghor. Et il y a eu une cassure au sein du MFDC parce que quand les aînés, les Émile Badiane, Ibou Diallo ont rejoint le parti de Senghor, les plus jeunes qui étaient Doudou Sarr, Djibril Magatte Sarr, ont décidé donc de créer un autre parti. C'était le MAC, le mouvement autonome de la Casamance. Et lors des élections de 56, lorsque Senghor s'est allié donc aux aînés du MFDC, le MFDC n'existait plus à 54, Lamine Gueye a choisi donc de s'allier au MAC. Donc c'était une coalition. Il était colistier de Hassan Sek en 56. Ouais. Et il fallait donc préparer ces élections. Lamine Gueye a envisagé une tournée en Casamance. Il s'est d'abord rendu à Ziguinchor. Il devait organiser un meeting. Mais compte tenu de la mobilisation des militants du BDS, ce meeting a été annulé. Il y avait beaucoup de tensions. Il avait décidé de faire un forcing pour se rendre à Kagnobo. Parce que Kagnobo, il y avait un leader qui était là, un chef de village, qui avait décidé de soutenir Lamine Gueye. Ouais. Et lors de, disons, leur périple, bon, d'après ce qu'on a recueilli comme information, arrivé à hauteur des rizières de Bignona, les bérets rouges, parce que c'est aussi des forces paramilitaires qui ont sévi dans ce pays-là et qui ont amené Senghor à un moment donné pour protéger ces militants à créer ce qu'on appelle les bérets verts. Et ces bérets verts, lors de leur parcours, ils se sont rendus compte qu'il y avait Hilaire Badiane, qui est le père d'Émile Badiane, qui se rendait au village, qui a quitté la Messe pour se rendre donc, au village Tandiem. Et l'homme bousculé, il est tombé dans les rizières. Et les populations de Koutaïon qui étaient dans les parages, bon, puisque le cortège est passé à Kagnobo, ils ont tenu leur meeting. De retour, ils ont attendu, ils ont tendu un guet-apens à hauteur de Tandiem. Voilà, et c'est là que donc il y a eu cette embuscade. Des éléments, des militants de la SFIO ont été tués et Lamine Gueye a été tué. Donc ces événements-là vont être relayés un peu partout, même en métropole, et ça va être interprété différemment. Voilà ce que je peux dire brièvement, mais ça a été développé dans l'ouvrage. Voilà. Merci. Merci beaucoup Manga, merci beaucoup Odom, merci beaucoup à Omar et Mounirou. Oui, un petit mot, oui, vas-y. Sur la prison, hein, c'est ça, hein? C'est comme il a dit, hein, la prison, en fait, quand on parle de la prison, vous pensez certainement à l'enfermement, hein? C'est différent, hein? Parce qu'en fait, il y avait une façon de régler les contentieux, quoi, comme il a dit, et c'était le bannissement.
Hein? On dit toujours à beau mentir celui qui vient de loin. Hein? Donc en général, quand quelqu'un vient dans un nouveau, c'est parce que quelque part il est délinquant, quoi. C'était le bannissement qui existait. Mais maintenant, la notion d'enfermement, oui, c'est autre chose. Et ça a été aussi instrumentalisé, surtout après les indépendances. Et aussi, ça a surtout servi d'arme politique. Parce que je donne un exemple, hein, pour ne pas être... Prenez le cas de quelqu'un dont on n'a pas parlé, Ibrahima Sarr. Ibrahima Sarr qui a été celui qui a mené la grève des cheminots de 47 à 48. Et celui sur qui Senghor s'est appuyé véritablement avec les cheminots pour créer le BDS. Il faut lire les mémoires de... Mais Ibrahima Sarr a eu une telle aura que tout le monde était... Voilà, parce que c'est la grève la plus longue. Hein. Mais Ibrahima Sarr, dans toute sa carrière, qui a été à un moment l'adversaire le plus résidu du régime colonial, mais n'a jamais fait la prison. Mais c'est une fois que le Sénégal est devenu indépendant qu'il a fait la prison. C'était en 1962. Il faisait partie de ceux qui étaient condamnés avec Mamadou Dia. Donc ça, c'était un peu très ironique, quoi. Et aussi, ça va plus loin. L'autre ironie, c'est que la haute cour qui a condamné dans la haute cour qui a condamné Ibrahima Sarr, il y avait ses anciens partisans. Il y a Ousmane Ngom, il y a Abbas Gueye, dont on a parlé tout à l'heure, qui était dans cette commission. Et comment maintenant la prison a brisé à tout point de vue, non seulement la carrière politique, parce que Mamadou Dia, une fois qu'il est sorti, c'était plus la même personne. Ibrahima Sarr aussi, donc ils ont eu des maladies, donc il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites. Donc, et aujourd'hui encore, il y a la case prison, la prison avilie, la prison salie, dans tout ce qui, etc. Donc ça dit que maintenant, à partir d'un certain moment aussi, c'était devenu un passage, je ne sais pas, pour ceux qui sont passés pour des victimes aussi. De la même façon, on a parlé de Mandela. Quand Wade est venu au pouvoir aussi, on a essayé de faire le parallélisme, quoi, pour dire qu'il a fait la prison, etc., etc. Donc en fait, c'est au niveau de la symbolique, justement, c'était vraiment une conception qui est venue après. Mais dans la société africaine traditionnelle, en fait, pas la prison comme elle existait en termes d'enfermement, quoi. Voilà. Pour Kagno, on va discuter après. Merci beaucoup, Omar. Donc, merci beaucoup, chers invités. Nous vous donnons rendez-vous au début du mois de juillet pour les 2 ouvrages qui viennent de paraître il y a juste une semaine. Un ouvrage de Mori Thiam, Le fondement de la violence politique. Un ouvrage de Pape Abdou Fall, Les paroles et pouvoir. Voilà. Merci beaucoup à tous et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.